d'abord, ça me fait plaisir de revoir Sophie Obadia, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir, Pascal. C'est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps. Je rappelais effectivement que vous êtes née à Nantes. Non, je suis née à Toulouse, mais j'ai vécu à Nantes. Voilà, on s'est croisés dans une vie ancienne, et puis vous êtes une jeune femme très brillante, avocate, que le public connaît, puisque vous intervenez régulièrement dans des médias. Mais là, aujourd'hui, vous venez effectivement parce que vous êtes l'avocate de Jean-Luc Lahaye. Et c'est vrai que c'est un sujet très grave que nous allons aborder, puisque il est chanteur, vous le savez, c'est la vedette des années 80, il est toujours mis en examen pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur 2 mineurs de plus de 15 ans à partir de 2013. Jean-Luc Lahaye reste évidemment présumé innocent, il est autorisé à se produire en public, mais il subit des déprogrammations de concerts avec la mobilisation de collectifs féministes. Il ne peut pas exercer son métier. Et on en arrive toujours à cette question qui est extrêmement difficile à trancher, qui est la présomption d'innocence, qui au fond est un mot, mais qui dans les faits n'est jamais respecté. Et en même temps, les accusations, pardonnez-moi, sont extrêmement graves, je le répète, puisqu'il est mis en examen pour des faits de viol, d'agression sexuelle sur de mineurs de plus de 15 ans, j'imagine qu'il conteste. Donc on est toujours dans cette difficulté, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Oui, je vous remercie de m'avoir invité, Pascal, parce qu'effectivement, moi je ne banalise jamais les violences sexuelles. En revanche, quand un récit nous est présenté par 2 plaignantes, qui se connaissent, qui sont défendues par le même conseil, et que ce récit n'est pas corroboré, il n'y a rien qui le corrobore, et ça depuis 2021, je rappelle qu'il est mis en examen depuis novembre 2021, je n'ai aucune preuve qui vient dans le dossier. Alors je ne vais pas violer le secret d'instruction, simplement, j'ai une vraie difficulté, puisque lui dit qu'il n'est pas du tout coupable, puisqu'il n'y a pas de viol. En réalité, l'une voulait l'épouser, et l'autre, comme dirait Michel Sardou, je suis sûr que vous y pensez à ce moment-là, et l'autre disait qu'elle est venue 52 fois pour avoir des relations sexuelles avec lui. 52 relations sexuelles qui deviennent 52 viols dans la mise en examen, ça me pose une vraie difficulté. 52 relations, c'est une relation suivie pendant 18 mois. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet... Les 2 jeunes femmes sont mineures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mineur ? C'est le deuxième point, et il est extrêmement important. La minorité sexuelle n'est pas la minorité au sens classique du terme. D'autant que, vous le savez mieux que moi, la majorité légale tente à bouger, puisqu'aujourd'hui on peut passer son permis de conduire à 16 ans, on peut parler maintenant presque d'un droit de vote à 16 ans, mais en revanche, certaines associations dont je vous parlerai peut-être, veulent que le consentement sexuel ne soit pas autorisé en dessous de 18 ans. Ce n'est pas la loi. La loi aujourd'hui, c'est que à partir de 15 ans, et on a tous été lycéens, à partir de 15 ans, on peut avoir des relations sexuelles consenties. C'est toute la question du consentement tel qu'il est exposé dans le livre de Vanessa Springora. C'est-à-dire quelqu'un qui est fascinant, c'est le cas de mon client, que j'en profite pour dire que je le défends avec mon camarade Bertrand Burman, nous sommes 2 à l'assister. Eh bien oui, il est chanteur, oui, les jeunes filles sont amoureuses de lui, oui, elles ont des relations avec lui. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes femmes, elles ont 16 ans. Donc je le dis parce que je vois des associations de protection de l'enfance, des associations de protection des femmes, tout ça se mélange pour dire c'est un prédateur sexuel, il s'attaque aux enfants, c'est un pédophile. Faux et archi-faux. Voilà. Elles ont 16 ans, elles sont majeures, et la question que je vous pose, Pascal Praud, c'est quand quelqu'un est interdit de travailler, déjà c'est une atteinte à sa liberté de travail, évidemment. Quand quelqu'un ne peut pas chanter en public, et j'ai fait lever cette interdiction, c'est une atteinte à sa liberté d'expression. Mais maintenant, quand on nous dit que la loi, finalement, c'est pas 15 ans et plus, il faudrait que ce soit 18 ans, mais c'est pas la loi. C'est pas la loi. Alors, l'enquête, elle en est où aujourd'hui ? Alors, elle est un peu en stand-by, comme on dit. Là aussi, on a affaire à un autre problème judiciaire qui me taraude tous les jours, c'est la lenteur. Donc, il a été interpellé un matin avec le grand fracas. La BRI est venue, frapper à sa porte, l'emmener comme si c'était... Ça, c'était en 2021 ? 2021, fin 2021, 5 novembre 2021. Mise en examen en novembre 2021 pour viol, agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, après des accusations de 2 jeunes femmes qui étaient nées en 98 et 2000. Oui. Absolument. Bon. Et il a été placé en détention provisoire. Mmh. Et comment est-ce qu'il est sorti, Jean-Luc Lahaye ? Parce qu'il a réussi à rapporter la preuve. Il est resté combien de temps ? 7 mois pratiquement en détention provisoire. J'étais pas son conseil à ce moment-là. Et il a rapporté la preuve avec presque 1000 mails que, en réalité, n'était pas à la
source de la demande de ces jeunes femmes et que, évidemment, elles avaient un rôle actif dans cette relation. C'est comme ça qu'il est sorti. Que la chambre de l'instruction a dit, attendez, c'est pas clair. Il va falloir nous rapporter d'autres preuves pour corroborer le récit du grand méchant loup et du prédateur sexuel. Alors, je lis effectivement le déroulement de l'affaire. Les soupçons de viol, Jean-Luc Lahaye reste mis en examen pour les deux plaignantes, mais la Cour d'appel de Paris a refusé d'abandonner les poursuites contre Jean-Luc Lahaye pour l'une des deux jeunes femmes qui l'accusent de viol et agression sexuelle lorsqu'elles étaient mineures. Oui. Alors la Cour d'appel, effectivement, est très patiente et attend que les preuves soient rapportées du côté de l'accusation. Nous attendons toujours. À un moment donné, c'est quand même très très long. Et je ne sais pas si vous allez le rappeler, mais la Cour d'appel, la même, a fini par lever donc cette interdiction qui avait été posée un peu plus tard par un autre juge d'instruction, parce que je crois que nous en sommes au 5e juge d'instruction. C'est ça qui est quand même très compliqué. C'est ça aussi compliqué. qui est très important, parce que vous savez, quand quelqu'un... En 4 ans, vous avez 3 juges d'instruction. Au moins, si ce n'est pas 4. Et quand quelqu'un est mis en examen, Pascal Praud, à la fin de l'audition de mise en examen, de ce qu'on appelle la première comparution, on donne un délai. Vous voyez, on dit aux mises en examen, parce qu'on lui doit quand même quelques explications, on lui dit, voilà, la durée prévisible de la procédure, c'est 18 mois. On n'y est plus du tout, évidemment. On n'y est plus du tout. Et 12h26, vous restez avec nous. Peut-être avez-vous envie de réagir. Ce sont des sujets extrêmement délicats, bien évidemment, puisque nous voyons cela sans connaître précisément. C'est parole contre parole et c'est toujours extrêmement difficile d'avoir un avis, et mieux vaut d'ailleurs ne pas avoir parfois d'avis sur ces sujets et d'écouter simplement les paroles contradictoires. À tout de suite. Maître Sophie Obadia est donc avec nous. Elle est l'avocate de Jean-Luc Lahaye. Il est présumé innocent, il est autorisé à se produire en public, mais il subit des déprogrammations de concert avec la mobilisation de collectifs féministes. Vous nous avez parlé de la lenteur de la justice. Vous me dites que l'enquête est à l'arrêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prochaine étape, par exemple, de procédure... Alors, elle n'est pas forcément à l'arrêt, puisqu'il y a des commissions rogatoires qui sont en cours, donc j'attends le retour d'une commission rogatoire, voilà, et mais ensuite, là, il y aura des auditions à nouveau, des interrogatoires. Mais on est parole contre parole, là, simplement. Nous sommes d'accord. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Pour l'instant, les preuves qui viennent corroborer le récit, qui est un récit, encore une fois, très structuré sur l'emprise. Oui. On comprend bien que le sujet qui est visé, c'est l'emprise. Eh bien, je n'ai pas d'éléments de preuve. Je les attends, et quand elles arriveront, nous en discuterons. Il peut-être ne sera-t-il jamais renvoyé devant un tribunal d'assises. En tout cas, c'est mon travail, effectivement, qu'il ne le soit pas. Mais une chose est importante, c'est que la Chambre de l'instruction l'a autorisé le 6 mars dernier, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à chanter à nouveau en public. Et donc, de pouvoir reprendre son activité, parce que c'est un homme donc qui n'a plus de revenus. C'est un signal quand même qui a été positif en tout cas, pour lui. C'est un signal. La Chambre de l'instruction texto dit, écoutez, maintenant il est présumé innocent, on ne peut pas le déchoir de son statut de chanteur populaire, il ne peut pas chanter en public. Donc tant que l'instruction est en cours et elle dure, eh bien maintenant il peut chanter. Et là, c'est là où je me mets en colère. Là arrivent des gens de nulle part, j'ai presque envie de dire, qui viennent dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision judiciaire. Ça me pose une vraie difficulté démocratique. Qui dit le droit dans ce pays ? Des petites associations qui se constituent ex abrupto pour parler d'un sujet. C'est ce qui s'était passé avec Gérard Depardieu également. Il ne pouvait plus monter sur scène parce que le 14 juin, par exemple, il y avait un concert qui est déprogrammé après la mobilisation d'un collectif féministe. C'est sous la pression du collectif Nous Toutes que ce concert prévu à La Peine sur Uvonne a été annulé. Mais par qui a-t-il été annulé ? Alors vous êtes bien informé, Pascal, parce qu'effectivement, il y a eu un premier concert le mois dernier qui s'est parfaitement bien déroulé dans la Manche, avec le propriétaire d'un établissement de nuit qui est monté au créneau et qui a parlé de la présomption d'innocence comme peu de gens savent le faire dans ce pays. Vous voyez, lui, il était vraiment la bouche du droit. Et il a dit, écoutez, cet homme est présumé innocent, moi je l'invite dans ma boîte de nuit, c'est complet, tout le monde vient le voir de partout, et ça a très bien marché, il n'y a eu aucun incident. Et comme ça a déplu, eh bien, le fameux collectif... Encore une fois, alors Nous Toutes, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif qui vise à défendre les femmes, les violences faites aux femmes, tout jusqu'au LGBT, à tout ce que vous voulez, pour dire, voilà, nous disons ce qu'il faut. Et alors, je vais vous le lire parce que ça vaut son pesant de je ne sais quoi d'ailleurs, comme on dit, mais eux, voilà. Ce qu'ils disent, ou ce qu'elles disent, elles s'opposent à la tenue de concert en disant, voilà, il n'est pas normal ce choix de programmation. Écoutez bien, ce choix de programmation à un établissement privé, une boîte de nuit, c'est pas un établissement public, nous paraît incompatible avec la responsabilité sociale d'un lieu de culture et de vie fréquenté par les jeunes. Voilà.
Ça s'appelle la nouvelle morale. Ça s'appelle, voilà, nous, on va vous dire, à la place de la Cour d'appel de Paris, ce qu'il faut faire de Jean-Luc Lahaye et de ses concerts. C'est inacceptable, en fait. C'est totalement inacceptable. Alors, ce qui est terrible dans ce que vous rapportez là, terrible ou pas d'ailleurs, c'est que ce dirigeant de discothèque avait accepté. Il a été formidable. Bon, mais manifestement, d'autres ont peur. D'autres ont cédé à la pression. Voilà, parce que alors, en plus, c'est devenu assez politique, évidemment, vous en doutez bien. Sandrine Rousseau est montée au créneau. J'ai même vu que la CGT s'était exprimée sur la question sans connaître un mot de ce dossier. Et du coup, effectivement, dans un autre établissement, eh bien, il a cédé en disant, voilà, je ne veux pas d'histoire. Mais il n'y en aurait pas des histoires, il n'y en a pas eu d'histoire. Sophie Obadia, c'est vous qui prenez la parole pour le défendre. Est-ce qu'il imagine lui-même, Jean-Luc Lahaye, parler et donner, pourquoi pas, sa version? Parce que j'observe que dans l'affaire Depardieu, dans cette affaire-là, dans l'affaire Richard Berry également, tous ceux qui sont au cœur de ces polémiques, finalement, ne parlent pas. Ils ne viennent pas parler. Ils préfèrent que ce soit leur avocat et qui le fait évidemment brillamment. Mais est-ce qu'il y a un moment, si on se sent innocent, bien évidemment, et je suis bien incapable de juger de ces affaires-là, de l'extérieur, que ce soit Gérard Depardieu, que ce soit également l'affaire cette affaire de Jean-Luc Lahaye, mais est-ce que la prise de parole peut être une solution? Alors, je vais vous dire très clairement, la prise de parole est toujours vécue par les plaignants, à grand renfort donc de soutien par des associations, comme étant une violence supplémentaire. Voilà, on ne peut pas s'exprimer, il faut se taire en attendant que la justice passe. C'est ça le credo. C'est ce qu'il fait depuis 3 ans et quelques. Donc il attend que la justice passe et elle n'arrive pas pour l'instant, nous attendons. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je prends la parole, parce qu'il y a eu, encore une fois, cette sortie des collectifs. J'ajoute, c'est pas un détail, que parmi les collectifs, il y en a un dont je ne citerai pas le nom, qui considère que l'affaire Outreau, c'est totalement faux, que tout le monde est coupable dans l'affaire Outreau. C'est vous dire à qui j'ai affaire en face de moi. À des gens qui construisent une nouvelle vérité et qui considèrent que Jean-Luc Lahaye représente typiquement celui qu'il faut abattre. Ça, évidemment, il pourra difficilement en parler lui-même. Vous comprenez, on n'est jamais bien placé pour parler de soi à ce moment-là. J'entends, et c'est pourquoi je vous pose la question, mais évidemment, aucune des affaires ne se ressemble. Non. Aucune. Il se trouve que, je l'ai dit ici, je suis plutôt camarade avec Harry Habitant, que je connais un peu et qu'on a reçu. Harry, lui, c'est au-delà, puisqu'il a été entièrement innocenté. Tout à fait. Entièrement. Eh bien, il a du mal, non pas à être sur scène, parce qu'il a un producteur formidable qui s'appelle Gilbert Coulier, et puis il est sur scène, mais il n'a toujours pas retrouvé un film. C'est-à-dire que le milieu du cinéma dit « c'est pas le moment, je vais attendre, je préférerais que ce soit un autre réalisateur d'abord, je te prendrai une fois que ça soit enclenché, etc. » Donc on est dans un monde où aujourd'hui, et Harry Habitant, je le cite à dessein, lui il est innocenté. C'est-à-dire que la procédure est terminée. Il y a, on sait même pas, on dit même pas. Il a bénéficié d'un non-lieu. Voilà, non-lieu. Je cherchais le terme juridique. Il a bénéficié d'un non-lieu. Bon, donc comment on fait aujourd'hui dans cette société lorsque les affaires ne sont pas jugées? Comment on fait respecter la présomption d'innocence? Comment on fait? Je vous pose la question. Alors, Sophie comment Obadia. on fait? Il y a effectivement assez peu de moyens, puisque le droit ne nous permet pas d'aller très loin en la matière. Et c'est vrai, ce que vous dites, je l'ai observé. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont chargés de produire ces personnes-là, notamment dans le cinéma et à la télévision. Effectivement, le principe de précaution prime. On en parle mal, même s'il n'y a pas d'enquête. On m'a dit, ça va jusque-là, on m'a dit qu'un tel avait de mauvaises relations avec les femmes et qu'une femme se plaint de son comportement. Principe de précaution, je préfère même si l'émission est déjà dans la boîte, même si le téléfilm est déjà dans la boîte, je préfère ne pas le passer en ce moment. Pourquoi ? Parce que ça ferait réagir sur les réseaux sociaux. Alors, réagir sur les réseaux sociaux, c'est une blague en fait, parce que ce sont 5 personnes qui animent le truc, et en fait, la peur s'entretient comme ça, entre les uns et les autres. On ne va pas aller plus loin parce que ça va faire du bruit sur les réseaux sociaux, et ça peut nuire à ma carrière à moi, producteur, ou celui qui va effectivement prendre le risque de dire présomption d'innocence dans ce pays. Et encore une fois, je salue vraiment le directeur de l'établissement de nuit d'Agrion dans la Manche. Il a été remarquable. C'est un juriste. Il respecte le droit.
Alors, je rappelle évidemment, pour être tout à fait complet, que Jean-Luc Lahaye avait été condamné à 1 an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Il était poursuivi pour avoir demandé à une jeune fille de moins de 15 ans, cette fois, de s'adonner à des jeux sexuels par webcam interposée. En revanche, il avait été relaxé des chefs de proposition sexuelle à mineurs de moins de 15 ans et de détention d'images pédopornographiques de mineurs de moins de 15 ans lors du procès qui s'était tenu à huis clos. Le parquet avait requis 2 ans de prison avec sursis. Et d'après lui, la jeune fille avait menti sur son âge. Les faits reprochés à Jean-Luc Lahaye, déjà condamné en 2007 pour des relations sexuelles avec une jeune fille, remontent à 2013. Alors, Vous avez raison, et là, c'est bien pour ça que j'insiste, elles n'ont pas moins de 15 ans. Alors, il raconte une histoire, Jean-Luc Lahaye, qui est celle parfois des années 60, des années 70, et qui n'est plus tolérée aujourd'hui, et c'est sans doute évidemment une bonne chose. C'est que on demande aux gens qui sont des adultes de ne pas regarder des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on demande. Et qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes filles de 16, 17 ans, des lycéennes qui le regardent? C'est une vraie question. Non, mais un homme, ça s'empêche. C'est souvent une phrase qui est attribuée, qui est de Camus, je crois. On dit que c'est Camus, mais c'est pas sûr. Bon, mais ça, c'est une vraie. En fait, c'est une vraie question. Je sais que c'est une question que vous posez souvent. Et je pose la question dans l'autre sens aussi. Un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme plus âgée, qu'est-ce qu'on en fait? J'entends ce que vous dites, mais je pense que j'avais lu un texte formidable, c'était Sophie de Fontenelle, je crois, qui, dans Elle, avait raconté qu'elle avait 15-16 ans et elle était tombée amoureuse d'un homme qui avait 40-45 ans. Et cet homme avait eu la force de lui dire non. Ce n'est pas convenable. Moi, je suis plutôt sur cette position. C'est très moral ce que je vous dis. Je pense qu'un homme de 50 ans ne regarde pas une jeune fille de 15 ans. Voilà ce que je pense. Oui, mais là, nous parlons d'un chanteur populaire dont le public est composé de jeunes femmes, de femmes plus mûres, d'hommes également. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la fascination pour un chanteur? C'est un sujet aussi. Mais je pense que c'est aux chanteurs, dans ces cas-là, de dire ce que je pense au fond souvent des relations amoureuses, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux. Bon, tout ça à grands traits. Pas forcément d'accord avec vous. Oui, tout ça à grands traits. Et puis, ça dépend. C'est pas la même chose d'avoir 30 ans et d'être avec un homme de 55. Je pense qu'à 13, 14, 15 ans, ta place n'est pas de sortir avec un homme de 30 ou de 35 ou 40 ans. Et souvent, je l'ai dit à l'antenne, donc je peux le redire, il se trouve que j'ai eu 4 filles, et que j'ai 4 filles, ça aurait été un sujet pour moi si une de mes filles de 14 ans, j'avais vu arriver mais là, je vous parle d'une jeune fille de 16 ans. Avec une voiture en bas chez moi, venant chercher ma fille à 14 ans avec sa voiture. Tous les pères, mais là, nous parlons d'une jeune fille de 16 ans qui désire. Qu'est-ce qu'on fait du désir des jeunes femmes alors? Parce que la morale contemporaine, là, en tout cas telle que je l'entends, c'est de dire non, rien avant 18 ans. Je suis désolée, mais la liberté sexuelle dans ce pays, ça compte.